Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International depuis les studios de TV5 Monde. Pour cette 15e heure de direct, nous partons tout de suite à l'autre bout du monde, direction Tokyo. Capitale du Japon, c'est la deuxième ville la plus peuplée au monde, véritable poumon économique de l'archipel japonais. La ville accueillera les JO d'été de 2020. Je serai accompagnée tout au long de cette émission de 3 intervenants. Jean-Marc Lisner, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes PDG de Castel Japon. Quelques mots sur Castel Japon, qu'est-ce que c'est ? Alors Castel Japon représente le groupe Castel au Japon. Castel, c'est le plus grand groupe de vin, donc le plus grand producteur de vin en France, et donc on représente à la fois les châteaux Castel, les produits de négoce Castel, et on vend ça aux Japonais. D'accord. David Vautrin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes cofondateur de FinalCAD. Qu'est-ce que FinalCAD ? Alors c'est un peu moins poétique que le métier de Jean-Marc, mais dans la construction, on édite des logiciels pour les chantiers. Donc on met des applications à tous les ingénieurs travaux dans les entreprises internationales, dont celles qui sont au Japon. D'accord. Et vous êtes vraiment innovant dans le secteur de... Oui, on a fait partie des leaders internationaux sur notre marché où on équipe les gens pour faire de la contrôle qualité, par exemple sur chantier, non pas sur un bloc-notes, mais sur une tablette. D'accord. Donc il y a du boulot. Oui. Susumu Kataoka. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Vous êtes directeur de Jetro. Oui. Pouvez-vous nous présenter Jetro, s'il vous plaît ? Oui. Jetro est une agence gouvernementale en charge de la promotion des investissements et des échanges commerciaux. Et lors de sa création, il y a 60 ans, son objectif principal était plutôt la promotion des exportations japonaises sur les marchés internationaux. Mais depuis, sa mission a bien évolué et aujourd'hui, son axe prioritaire est plutôt l'accompagnement des entreprises étrangères vers le Japon. D'accord. Pour commencer cette émission, on va peut-être casser une idée reçue. C'est vrai que quand on pense à Tokyo, on a l'image d'une mégalopole vraiment densément peuplée, avec des grandes avenues grouillantes à l'image du carrefour de Shibuya, par exemple. Mais on va écouter tout de suite on va regarder tout de suite une vidéo de Camille Dogno à ce sujet. Donc, qu'est-ce que c'est vivre à Tokyo ? Bonjour Paris. Alors on est à Tokyo et c'est vrai que quand on pense à Tokyo, on pense à une ville effervescente, très animée, très agitée. Et il y a des quartiers comme Shinjuku, Shibuya qui sont très vivants, où il y a énormément de population. Mais malgré ça, Tokyo est une ville très fluide. La circulation se fait très bien, aussi bien dans les rues que dans les transports en commun. À Tokyo, il y a aussi des quartiers beaucoup plus calmes et de nombreux parcs et jardins en plein cœur de la ville, comme ici aujourd'hui où nous sommes dans le parc Yoyogi, où on peut admirer les belles couleurs de l'automne. Jean-Marc, est-ce que vous êtes d'accord ? Alors oui, à Tokyo, il y a des jolis parcs, c'est vrai que c'est très agréable, c'est très vert, mais en même temps, quand on vit à Tokyo tous les jours, quand on y travaille, quand il faut 1h30 de transport quotidien, bon, les trains sont à l'heure. L'avantage, c'est qu'on met quand même dans le train tous les matins à 8 heures, c'est quand même assez difficile. Donc, il faut s'attendre, si on veut vivre à Tokyo, à une circulation qui marche, mais avec beaucoup de monde dans le train. Par exemple, vous avez une gare comme Shinjuku, vous avez 6 millions de personnes qui passent tous les jours. C'est quand même énorme. Donc, on n'est jamais tout seul. Et des fois, quand on se frotte dans le train à certaines personnes, des fois, c'est un petit peu difficile. Voilà. David, vous avez eu l'occasion d'y aller ? Je suis passé brièvement, mais pas assez pour vous donner un retour. Quelle est la première impression juste que ça donne ? Très organisé, vraiment une notion de groupe forte. Je veux dire, on fait la queue dans l'ordre pour rentrer dans le métro, même s'il y a du monde, ce qui n'est pas du tout ce qu'on peut voir ici en France. Donc il y a une notion, je trouve, de discipline, de respect qui est très forte. D'accord, ça se ressent. Dans tous les actes, même un ticket de caisse pour 2 euros de bonbons dans une supérette, on vous tend le ticket avec respect. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve, je trouve, à tout endroit. Ok. Gros événement qui arrive en 2020, c'est les JO d'été à Tokyo. Susumu, quelles sont les opportunités liées à cet événement pour la collaboration internationale ? Oui. En fait, la tenue des Jeux Olympiques à Tokyo est perçue comme la pierre angulaire de la renaissance de l'économie japonaise. Cela ne profite pas qu'au secteur de BTP, qui est évidemment dopé par la perspective des Jeux, mais les secteurs publics et privés ont été fortement mobilisés depuis des années pour faire du Japon une véritable vitrine de technologie de pointe.
Ainsi, les véhicules autonomes sillonneront les différents sites des Jeux et robots aideront les touristes aux aéroports de transporter leurs valises. Et puis également la chaîne de l'énergie, chaîne complète de l'énergie du futur qui est hydrogène verra le jour en 2020. Ce sera donc vraiment une occasion de démontrer au monde un nouveau Japon. Et pour cela, le Japon est vraiment ouvert aujourd'hui à l'international. D'accord. David, est-ce que ça a été une des raisons de votre arrivée au Japon, cette perspective des JO 2020 ou... Oui. Nous, on est sur un métier, on doit changer le monde de la construction au niveau mondial. Et on commence par les acteurs les plus structurés, donc les 250 plus gros sur la planète. Et il y en a une dizaine au Japon, plus qu'en France, assez gros et structurés, qui sont bien sûr tirés par ce projet des JO 2020. Donc voilà, on travaille déjà, nous, on a plusieurs gros contrats avec des grands groupes, avec des groupes plus locaux, plus sur des marchés territoriaux. Et les Japonais, on a 2 grands groupes japonais, on en a 10 ciblés. Donc effectivement, c'est un de nos points prioritaires à l'international. Et sur la digitalisation du secteur de la construction, vous êtes les seuls sur place ou... Alors, on est loin d'être les seuls, mais on a des avantages d'être assez internationaux. On a des vrais critères de succès vis-à-vis de nos confrères. On a beaucoup de petits concurrents qui sont sur un métier, par exemple la sécurité, sur un pays. Et nous, on est sur plein de métiers. Dans la construction, il y a énormément de métiers. Et on a la capacité d'accompagner nos groupes à l'international. Donc, quand on travaille pour les Japonais qui construisent les usines automobiles, on en construit dans toute l'Asie du Sud-Est, mais aussi en Europe et aux Amériques. Et donc, notre capacité de les suivre partout dans le monde, dans leur langue, c'est quelque chose qui est très apprécié là-bas. Et voilà, eux, ils sont en très bonne forme financière. Ok. Jean-Marc, peut-être quelques mots aussi sur l'arrivée de ces JO. Quels sont les secteurs impactés? Alors nous, on est dans le vin. Alors c'est sûr que le vin et les Jeux Olympiques, c'est pas tout à fait... Mais simplement, ça va booster un peu l'économie, ça va faire des événements, ça va attirer les gens sur le Japon. Donc ça nous intéresse. Il y a la Coupe du Monde de rugby aussi cette année. Donc au Japon, c'est déjà un premier événement. Et c'est vrai que les Japonais aiment bien le sport et on va créer pas mal d'événements autour de tous ces événements sportifs au Japon. Donc nous, ça nous intéresse. Il y aura du mouvement dans les supermarchés japonais autour des Jeux Olympiques, comme il y en a sur le rugby. Bien sûr. On écoute en fait, on vise 40 millions de touristes en 2020 à Tokyo. Donc, ce sera donc une énorme opportunité, je crois. D'accord. On écoute tout de suite Philippe Exalmens, proviseur du lycée français de Tokyo, qui nous parle de son établissement. Bonjour Paris, ici Tokyo. Le lycée français international de Tokyo a fêté ses 50 ans l'année dernière. Il a été créé en 1967 et il se trouve actuellement sur le site de Takinogawa à Kitaku. Il scolarise pas loin de 1400 élèves de la maternelle à la terminale. Il possède un grand nombre d'atouts, parmi lesquels on pourrait citer la qualité des équipes pédagogiques qui assurent la continuité du service d'éducation français à Tokyo, les équipements pédagogiques et informatiques, mais aussi la mixité sociale, linguistique et culturelle qui offre un environnement extrêmement enrichissant à nos élèves. De fait, nous avons une excellente réussite aux examens nationaux et d'excellentes poursuites d'études pour nos élèves, tant en France qu'à l'étranger. Afin de suivre le développement de la communauté française à Tokyo, nous devons nous engager dans un deuxième projet immobilier dans les années à venir. Et puis nous allons surtout accueillir dès l'année prochaine la Coupe du Monde de rugby avec le tournoi Trèfle qui se déroulera à Tokyo dans l'enceinte de l'établissement. Et nous nous inscrirons bien sûr dans les Jeux Olympiques de 2020. Nos élèves y participeront tant en interne qu'en externe, dans le cadre bien sûr de l'horizon 2024. À bientôt à Tokyo. Jean-Marc, vous avez des enfants, dont une encore scolarisée au lycée français de Tokyo. Oui, alors j'ai 3 enfants. Les deux aînés ont fini leur scolarité. Ils ont bien réussi leur scolarité au lycée de Tokyo. L'un est maintenant interne dans les hôpitaux de Paris, donc il a bien réussi après ses études au lycée. Le deuxième est une étude d'ingénieur à Paris 7 actuellement. Donc moi, je peux confirmer ce que vient de dire le proviseur, c'est un excellent lycée. Ma fille est encore en première, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire après, mais le lycée, le niveau de l'enseignement. Puis il y avait le lycée maintenant, un très, très beau bâtiment
donc au nord de Tokyo, et c'est vraiment très agréable. Alors, l'établissement ne suffit pas, il y a des constructions futures, mais là, pour l'instant, il y a vraiment un bel équipement. Donc, je veux rassurer des familles qui viendront s'installer à Tokyo. Il y a un bon lycée français à Tokyo. Susumu, est-ce que le gouvernement japonais met l'accent sur le développement de ce Oui. genre d'établissement? Oui, tout d'abord, je ne peux que féliciter la réussite du développement du lycée français international de Tokyo, qui accueille aujourd'hui plus de 1000 élèves. Ce chiffre est déjà impressionnant. Et le fait de pouvoir bénéficier de l'éducation en langue maternelle sur place est une des clés de l'attractivité du Japon pour les investisseurs étrangers. Et le gouvernement, en étant bien conscient, mobilise les initiatives pour encourager et faciliter la création des écoles internationales. D'accord, merci. On va marquer une courte pause et on revient juste après pour un sujet sur le climat des affaires au Japon et à Tokyo. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Tokyo. On va parler tout de suite du climat des affaires sur place. Jean-Marc, qu'en est-il? Alors, le climat des affaires à Tokyo, je dirais qu'il est quand même assez moyen. La croissance, elle était de 1,3%, je crois, l'an dernier. Cette année, on vise à moins 0,9%. Donc, ce n'est pas vraiment une économie en développement. Par contre, c'est la troisième économie du monde. Donc, c'est une économie, de toute façon, qui marche quand même, qui tourne, les affaires tournent, etc. Donc, c'est important. Simplement, ce que je peux dire, parce que nous, on travaille beaucoup avec les supermarchés, que les revenus des Japonais n'augmentent pas. Depuis près de 30 ans, les salaires baissent plus ou moins. Il y a moins d'heures supplémentaires. Il y a moins... Et du coup, comme le revenu de la ménagère baisse, les gens achètent moins et ce n'est pas toujours très intéressant, notamment pour les produits de consommation. Voilà. D'accord. Susumu, Oui. à propos des investissements étrangers. Peut-être avant un mot sur l'économie japonaise. Compte tenu du déclin démographique, le marché japonais se contracte aujourd'hui. La stabilisation du taux de croissance est déjà un signe vraiment positif. De santé. Et concernant les investissements, oui, effectivement, depuis mon arrivée ici en France, il y a 2 ans et demi, je suis toujours étonné de l'intérêt très prononcé des entreprises françaises pour le marché japonais comme terre d'investissement. En fait, Jetro accompagne chaque année à peu près 1500 entreprises étrangères au Japon, dont 80 entreprises françaises. La taille importante du marché et ainsi que l'image de technologies avancées attire vraiment les attentions des investisseurs français. Ça a l'image aussi d'un marché un peu exigeant et difficile à pénétrer, c'est le cas? En fait, c'était vrai il y a 20 ans, mais le marché japonais aujourd'hui n'est plus aussi difficile. Surtout, l'esprit des entreprises japonaises a considérablement évolué et même les PME japonaises sont ouverts à l'international aujourd'hui et cherchent des partenaires étrangers fiables. D'accord. David, vous êtes d'accord? Comment ça s'est passé pour vous pour l'implantation de votre filiale? Alors, ça s'est passé progressivement. Nous, on est près de 200 personnes aujourd'hui, Final CAD, principalement en Europe. Et notre deuxième pôle business, c'est l'Asie. Et notre façon d'aller voir le marché, c'est de rencontrer d'abord les filiales internationales des grands groupes. D'accord ? Donc, on a fait en Asie les grands groupes chinois, coréens, indonésiens, japonais, pour leur
quartier général international à Singapour. Donc nous, pour rationaliser, pour dérisquer, on s'est tous mis à Singapour, on y est depuis 2014. Et on va dans un pays à partir du moment où on a signé avec les branches internationales de plusieurs entreprises. Donc c'est ce qu'on a fait avec les Japonais, on en a signé 2 à Singapour, et donc on s'est installé depuis janvier 2018 à Tokyo, après ça. Donc on y va de façon assez prudente, parce que créer une filiale, recruter localement, s'inscrire dans la durée, c'est un certain investissement. Donc on essaye de ne pas ouvrir à tout va des filiales qui seraient des sources de coûts, et ce serait assez risqué dans la façon de développer la boîte. Donc une fois qu'on a signé des clients, nous on signe un contrat avec la branche internationale qui représente peu ou prou 10%, 20% de l'activité. Donc on voit bien que c'est plus facile d'aller s'étendre dans le compte client plutôt que d'en signer un deuxième. Bien sûr. Donc c'est tout naturel, c'est la progression du business. Jean-Marc ? Juste, je vais rajouter simplement, j'ai créé une entreprise il y a plus de 20 ans au Japon, à l'époque où le Japon commençait à s'écrouler, justement, commençait à avoir quelques difficultés. Et je trouve que même à l'époque, c'était quand même beaucoup plus intéressant presque de développer une entreprise au Japon qu'en France. Parce que les conditions de travail, l'imposition, tout ça, c'est quand même assez facile. Et on aime bien les entrepreneurs au Japon. C'est toujours le cas, parce que vous avez dit à l'époque. C'est toujours le cas, ça l'est peut-être plus, parce que le Japon est un peu plus international. Par contre, dans la mentalité, les Japonais sont quand même restés très japonais, et donc il faut s'adapter aussi au marché local. Est-ce qu'on peut dire que c'est une porte d'entrée vers le marché asiatique ? Alors oui, je pense que c'est une... Alors la réussite au Japon vous permet ensuite de réussir dans d'autres pays asiatiques. C'est une référence, c'est une référence pour les universités, c'est une référence pour l'économie, c'est une référence de réussite, parce qu'il y a une telle exigence de qualité au Japon, c'est que si vous avez réussi avec vos produits au Japon, ensuite vous pouvez réussir en Asie, je dirais, assez... Pas facilement, mais c'est quand même plus facile. L'inverse, c'est plus compliqué. On a des exemples comme Carrefour qui a essayé de réussir au Japon. Et ils avaient réussi en Chine, il est venu au Japon, ils se sont complètement plantés. Enfin, pour parler un peu brièvement, c'est beaucoup plus difficile de réussir dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est un gage de qualité. C'est un gage de qualité. Très bien. On écoute tout de suite Nicolas Bonardel. Il est directeur de la Chambre de commerce internationale France-Japon. Et il va nous donner quelques conseils pour les entreprises qui voudraient s'implanter sur place. Alors, les Japonais sont des gens qui sont très engagés dans ce qu'ils font et donc demandent la même chose. Donc le Japon est un pays qui indiscutablement se travaille dans la durée. Donc on ne vient pas au Japon pour faire un coup, on vient parce qu'on veut réussir dans la durée. Donc le conseil principal que je donnerais, c'est quand vous venez au Japon, inscrivez-vous sur plusieurs années de développement. Ça se fait progressivement, mais sûrement. Il faut s'inscrire dans la durée. Vous êtes d'accord, Jean-Marc ? Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire Nicolas. C'est vraiment, il ne faut pas penser faire des coups au Japon. Il faut investir des moyens, de l'argent, trouver les bons partenaires. Donc, ça prend du temps. Il faut se reconnaître les uns les autres. Et donc, ça aussi, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas viser une opération ponctuelle. Ça ne sert à rien. Autant aller travailler à ce moment en Belgique ou ailleurs, parce que les Japonais sont des gens qui aiment bien prendre leur temps avant de décider. Donc voilà, ça prend du temps. Nous, par exemple, Castel au Japon, ça fait des années que nous travaillons avec nos partenaires. Et là, ça a mis du temps. Et maintenant, il y a une confiance. Et avec cette confiance, on arrive toujours à renouveler. Et cette confiance vous évite aussi de faire des erreurs. Donc, investissons sur le long terme au Japon. Et qu'en est-il du secteur du vin et du vin français, donc des produits français? Ils sont toujours aussi appréciés au Japon? Alors voilà, il y a quelques années, les vins français étaient numéro 1 au Japon. On a été rattrapés par les vins chiliens qui sont maintenant moins chers. La qualité, bon, c'est difficile à comparer. Mais c'est vrai que là maintenant, sur le vin, on peut dire que les Japonais ont connu les vins chiliens, pas chers, bon marché, et du coup, ils boivent un petit peu moins de vin français. Par contre, ce qui fait la force un peu de mon groupe de Castel, c'est qu'on a des marques très fortes, marques reconnues en France, et le fait d'être numéro 1, par exemple, en France, avec certaines marques, les Japonais apprécient beaucoup. Ils aiment les numéros 1, que ça soit dans le foot, que ça soit dans d'autres secteurs, que ça soit dans la technologie. Les Japonais sont fans de numéro 1, et donc nous, la force de Castel, c'est d'avoir des numéros 1 dans différents vins. Et c'est vrai qu'on réussit avec ça à rattraper un petit peu le problème de fiscalité. Mais je crois qu'on en reviendra tout à l'heure. Il y a un accord de partenariat économique qui a été signé entre l'Europe et le Japon en 2018. Vous pouvez nous en donner les grandes lignes, Susumu? Oui, en fait, il ne faut pas oublier de dire que l'accord de partenariat économique entre l'Europe et le Japon va entrer en vigueur dans une semaine, à partir du 1er février prochain. Et cet accord est vraiment ambitieux. Le Japon supprimera
96% des droits de douane sur les produits industriels dès le premier jour. Et pour ce qui est des produits agroalimentaires, par exemple le vin et les boissons alcoolisées, bénéficieront également de la suppression totale des tarifs douaniers de 15% dès le premier jour. Donc j'espère qu'avec cet accord, la France reprendra la place numéro 1 au Japon en volume de consommation. Oui, c'est un bel accord. Enfin, pour nous, c'est vraiment c'est ce qui va nous permettre de rivaliser avec les vins chiliens. On est vraiment très heureux que cet accord se mette en place entre l'Europe et le Japon. C'est pas toujours, les États-Unis n'ont pas toujours raison, quelque part. On est content d'avoir cet accord avec les Japonais. Et nous, surtout, ça va nous permettre d'avoir des zéro taxes sur les vins, sur les vins effervescents, et donc de mieux vendre nos vins et de mettre plus à la portée de la ménagère japonaise, qui, comme en ce moment, elle n'a pas trop d'argent, il n'est pas facile d'ouvrir son portefeuille, le fait qu'on diminue de 15% les prix des vins, ça va être intéressant pour eux. Il y a aussi une niche liée à la crise démographique au Japon, c'est le secteur de la robotique, David. Oui, il y a une vraie crise démographique et il y a à peu près un tiers de la masse salariale qui sera plus sur le marché du travail d'ici 10 à 15 ans. Donc c'est une des priorités nationales au Japon, la robotique, mais pas uniquement. Dans les plans stratégiques d'innovation de nos grands groupes, c'est une de leurs top priorités. Vraiment, dans le top 3 des priorités, il y a la robotique et les solutions de type Final CAD. Comment on met des tablettes sur les chantiers. Pas pour virer des gens, sûrement pas, mais pour les concentrer sur leur cœur de métier, leur enlever des tâches administratives qu'on peut automatiser et leur permettre parfois d'être 2-3 fois plus productifs ou aussi simplement de diffuser des façons de travailler à travers un outil qui soit la même partout. Parce que quand vous avez beaucoup de remplacements de salariés, on a moins, vous savez, dans les entreprises, on a beau être 2000 salariés, 100 000 salariés, il y a beaucoup de choses qui se passent de main à main. Et quand on a 2 modèles Excel qui transitent sur 10 chantiers, vous vous retrouvez avec 50 modèles et il n'y a plus d'uniformisation, donc il n'y a plus d'analyse possible de l'activité. Quand vous mettez en place des outils, c'est structurant pour l'entreprise et ça facilite le fait de s'échanger, de travailler de la même façon avec les nouveaux collaborateurs. Donc ça fait partie des grosses priorités de nos clients. Ouais. Donc là, dites-moi. En fait, pour des secteurs prometteurs, le gouvernement a mis en œuvre depuis 6 ans des réformes structurelles assez vastes dans beaucoup de domaines, comme la robotique, la véhicule autonome, l'énergie, le tourisme, le sport, l'agriculture, la médecine régénératrice, l'intelligence artificielle, etc. Donc, le Japon est aujourd'hui en pleine mutation. D'accord. Donc, il y a une grande opportunité. Okay. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels l'expertise française est la bienvenue ? Les Français sont bien forts en logiciel, software. Donc, concernant la robotique, par exemple, les grands groupes japonais sont vraiment réputés dans la robotique industrielle. Donc, il y a vraiment la complémentarité et tous les grands groupes cherchent aujourd'hui des partenaires fiables dans le domaine logiciel, software. Okay. Ça, je peux confirmer cette notion de partenariat. Je trouve qu'au Japon, du peu d'expérience qu'on a, ça fait pas 30 ans qu'on est en business là-bas, mais il y a, je dirais 2 mots, il y a l'exigence de nos clients, qui est très élevée, et en même temps, il y a la fidélité. Nous, on le sent déjà de notre peu d'expérience. Les gens sont là, ils s'inscrivent dans la durée. Ils ne sont pas tous les 6 mois à vous dire qu'ils vont aller voir un concurrent, comme ça pourrait plus se pratiquer en Europe, en Occident de manière générale. Et cette double accès, exigence mais fidélité, c'est très rassurant pour les affaires. Ça donne envie justement de s'inscrire dans la durée. D'accord. Il y a le problème de la crise démographique, on l'a évoqué, et ça a des effets bien sûr sur le recrutement. On écoute tout de suite à ce sujet Emmanuel Thierry. Bonjour Paris, mon nom est Emmanuel Thierry, managing partner de Mazars au Japon, où je suis depuis 7 ans. Je vais vous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les patrons étrangers au Japon, le dépeuplement du pays et son effet sur le recrutement. La population japonaise diminue de presque 500 000 personnes par an et elle va passer de 127 millions à 100 millions d'habitants d'ici 2050. Avec un taux de chômage de 2,3%, c'est le plein emploi et les pénuries de main-d'œuvre sont nombreuses. Il faut souvent des mois pour trouver des candidats, notamment si on exige des compétences techniques et la connaissance de l'anglais. Alors, comment faire face à ce challenge ? Chez Mazars, à l'image de beaucoup d'entreprises au Japon, nous misons sur 2 solutions. Premièrement, la robotisation des tâches avec l'introduction progressive, par exemple, de logiciels permettant la saisie semi-automatique d'entrées comptables. Deuxièmement, l'ouverture du Japon à l'immigration récemment favorisée par de nouvelles lois.
Nous avons désormais 14 nationalités dans notre bureau de Tokyo. Une condition importante reste néanmoins la maîtrise du japonais. Pour conclure, le Japon est en avance sur d'autres pays quant au déclin démographique et de gré ou de force, le Japon va donc devoir faire une place aux étrangers et aux robots. Emmanuel parlait de l'ouverture du Japon à l'immigration. Quelle est la politique actuelle d'immigration du Japon, Susumu? En fait, le marché du travail est vraiment tendu aujourd'hui et le Japon toujours accueille des travailleurs qualifiés. Mais après des grandes polémiques, discussions au Japon, le gouvernement a fait passer une nouvelle loi concernant la nouvelle politique d'immigration. C'est-à-dire, on a décidé d'ouvrir le marché pour les travailleurs peu qualifiés étrangers dans des domaines spécifiques comme l'agriculture, de la santé, dans la restauration, etc. D'accord. Vous, David, est-ce que vous avez eu du mal à trouver de la main-d'œuvre sur place? On a eu un peu de mal au début à trouver la bonne, à dire ce qu'on voulait recruter comme profil. Parce qu'il nous fallait un mix entre... c'est un marché assez traditionnel, le Japon, davantage encore dans la construction. Hein, on travaille avec une entreprise qui a plus de 400 ans d'existence, donc, par exemple. Donc il y a cette contrainte d'être bien intégré dans le tissu local. Et en même temps, trouver quelqu'un qui parle bien anglais, c'est pas évident. Pour l'instant, on a 2 recrues. Il y en a une qui est assez difficile à comprendre en anglais, mais qui a un vrai avantage d'être très proche de nos clients, qui est déjà dans le secteur de la construction. Et l'autre profil, c'était quelqu'un dans le marketing. On trouvait quelqu'un qui puisse avoir travaillé avec l'international, mais qui soit assez traditionnel pour être dans le moule local. Et c'est un mix qui est assez compliqué, parce qu'au Japon, déjà, quand vous avez travaillé avec une boîte qui n'est pas japonaise, vous n'êtes déjà pas très traditionnel. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et une fois qu'on l'a trouvé, on a recruté finalement assez facilement, aussi avec l'aide de Gétro, bien sûr, quand on est rentré. Jean-Marc, quels sont vos conseils en recrutement? Alors, pour le recrutement, disons par exemple, pour recruter des japonaises, par exemple, au secrétariat, pour faire l'interprète, c'est relativement facile de trouver des secrétaires qui parlent français, parce qu'il y a pas mal de japonaises qui ont vécu en France ou qui veulent travailler. Et c'est pour des entreprises étrangères, c'est quand même plus facile. Maintenant, quand on cherche quelqu'un, un commercial efficace, quand on cherche un responsable d'entreprise ou de filiale ou autre qui parle japonais, qui soit à la fois qui comprenne bien le Japon, et c'est pas toujours évident parce que bon, il y a pas assez de monde qui cherche du travail actuellement au Japon. L'intermédiaire d'un chasseur de tête est indispensable Alors souvent, oui, c'est assez indispensable. Maintenant, moi, j'ai pas mal de relations depuis plus de 30 ans que je suis au Japon. C'est vrai que j'ai pas mal de relations, donc en général, j'arrive à trouver avec des... Alors, LinkedIn ne marche pas très bien au Japon parce que les gens ne sont pas toujours branchés sur LinkedIn, mais je dirais que c'est vrai que souvent, un chasseur de tête peut vous être utile pour recruter notamment un commercial ou un responsable de filiale au Japon. D'accord. C'est vrai que sur LinkedIn, si on veut avoir un usage proche, il faut plutôt utiliser Facebook au Japon. Si Facebook marche bien à la fois pour à la fois s'exposer, montrer ses produits, etc. Finalement, Facebook peut servir d'intermédiaire pour trouver des gens même pour l'aspect professionnel. Enfin, même pour l'aspect professionnel. Peut-être quelques mots sur le droit du travail sur place, Jean-Marc. Alors, je dirais que le droit du travail au Japon, alors il y a deux parties. Hein. Il y a les gens qui sont en contrat à durée indéterminée. Cela, en général, le droit du travail est assez respecté, c'est assez strict et sur la durée. Hein. Les gens, on ne vire pas quelqu'un facilement au Japon. Il s'intègre à l'entreprise, il est là pour rester longtemps. On ne va pas le mettre à la porte tout de suite. Par contre, il y a l'autre système qui s'appelle Arbeito, du mot allemand, qui signifie en fait petit boulot au Japon. Et là, on peut travailler des heures quand on a besoin de quelqu'un pour une opération, pour une boutique. Moi, j'ai embauché beaucoup de gens comme ça dans mes boutiques à l'époque où je travaillais dans les grands magasins japonais. Et c'est vrai que ça permet aussi de développer beaucoup l'emploi au Japon. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et souvent, maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens restent longtemps dans des petits boulots. Ils ne trouvent pas forcément du travail en contrat à durée indéterminée. Il y a une nouvelle loi qui est passée sur les heures supplémentaires, Susumu? Oui, en fait, le gouvernement actuel attache de l'importance à la réforme en profondeur de la façon de travailler. Et il y a 2 aspects. D'abord, le principe de travail égal, le salaire égal s'appliquera à partir du 1er avril prochain. En fait, on espère qu'avec cette loi, la situation de l'emploi irrégulière sera normalisée. En fait, les entreprises japonaises ont recouru en masse à l'emploi irrégulier pour contenir le frais de personnel par temps de crise.
Et deuxième chose, effectivement, les heures supplémentaires, et jusqu'à aujourd'hui illimitées, sera plafonné à peu près 20 heures par an, soit en moyenne 60 heures par semaine. La durée légale de travail est à 40 heures par semaine. Alors, ça pose un petit problème parce qu'au niveau des revenus, le fait de limiter les heures supplémentaires, il y a beaucoup de Japonais qui comptaient là-dessus pour améliorer leurs revenus. Alors, si ça peut créer de l'emploi peut-être quelque part, mais en même temps, ça baisse les revenus au Japon. L'autre problème aussi, c'est la place des femmes au Japon. Et malheureusement, dans le travail, les femmes n'ont pas toujours leur place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être amélioré. Donc, c'est d'autant plus facile, je dirais, entre guillemets, pour les entreprises comme la mienne, de recruter des femmes parce qu'elles pensent que travailler dans une entreprise internationale, elles auront plus d'espoir, de responsabilité, d'activité. Alors que dans l'entreprise japonaise, c'est quand même plus difficile encore, c'est quand même très traditionnel. Dans la construction, n'en parlons pas, mais dans pas mal de secteurs, malheureusement, les femmes n'ont pas encore la place qui mériterait d'être à l'heure au Japon. En fait, avec cette loi, on espère que ça permettrait les femmes de travailler davantage et entrer davantage sur le marché du travail. C'est vrai que c'est une observation qu'on a faite, nous, cette année. En Europe, on a plutôt 30% de femmes dans nos effectifs. Et en Asie, c'est 60%. C'est peut-être dû à ça, effectivement. C'est plus facile de recruter des femmes. Plus facile de recruter une femme, parce elles sont plus disponibles, en fait. Elles sont quand même bouchées au niveau des entreprises japonaises. Dès qu'elles ont des enfants ou autres, on ne facilite pas la tâche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants au Japon aussi. C'est que les femmes peuvent associer travail et avoir des enfants, c'est pas facile. Moi, j'ai 3 enfants, je sais que j'aurais dû avoir une médaille au Japon. Donc, une fois passé la barrière de l'embauche, qu'on soit employé ou employeur, il ne faut pas négliger les différences culturelles aussi. On écoute tout de suite à ce propos Min-Marie Dangvu qui nous parle des différences et des codes culturels sur place. Bonjour Paris. Alors au Japon, on a à peu près le même nombre de jours fériés qu'en France, donc environ 15. Par contre, en termes de jours de congés payés, le minimum légal au Japon est de 10 jours. En plus, ce n'est pas vraiment commun en fait, au Japon de prendre de longues vacances, car on se sent gêné vis-à-vis de ses collègues de leur laisser une charge de travail supplémentaire. Dans la culture d'entreprise japonaise, la communication est beaucoup plus indirecte. En japonais, on ne dit pas clairement non, donc il faut comprendre ces subtilités. Le Japon est une culture beaucoup plus collectiviste qu'en France. En France, on a tendance à être un peu plus individualiste. Donc on a une tendance dans le monde du travail en fait, à faire des réunions, par exemple, qui n'amènent pas forcément à une décision à chaque fois ou qui ne sont pas forcément productives. Mais l'important, c'est vraiment de mettre les gens d'accord et d'aligner les gens sur un certain sujet. David, qu'est-ce qui a été déterminant pour vous dans vos relations d'affaires avec les grands groupes japonais avec lesquels vous travaillez ? Il y a eu l'ensemble de notre offre, notre proximité, notre engagement en Asie. Et un des points déterminants, ça a été notre engagement à suivre nos clients avec des natifs. Le premier contrat japonais qu'on a signé, donc un des points clés, c'était je construis dans une quinzaine de pays avec des encadrements japonais. Donc il faut que des Japonais aillent faire le suivi de ces projets et pas des gens, même pas des Français qui parlent japonais. Il fallait vraiment recruter des Japonais. C'est à quoi on s'est engagé, ce qu'on a fait, et qui a été effectivement un critère de réussite. C'est apprécié. C'est apprécié parce que quand vous avez un Japonais qui construit les usines de construction automobile, autant en Pologne qu'au Mexique, qu'au Vietnam, et à chaque fois l'encadrement est japonais, et c'est des gens qui travaillent dur. On en parlait de 40 heures par semaine, le droit de faire 100 heures, 60 heures supplémentaires, donc on parle de 100 heures par semaine, c'est quand même des gens qui travaillent beaucoup. Quand ils sont à l'étranger, même quand ils y vivent pendant des années, finalement, ils n'ont pas forcément le temps d'apprendre la langue. Donc, quand on va, moi que j'ai été formé il y a quelques années, l'un des premiers projets au Mexique, tout l'encadrement est japonais, ils ne parlent pas espagnol, il y a des interprètes sur place. Si on y va en parlant japonais, on gagne beaucoup de temps. Voilà. D'accord. Susumu, quels sont les codes culturels à intégrer quand on veut faire des affaires au Japon ? Oui, il y a plusieurs codes à retenir. Bien sûr, être à l'heure au rendez-vous et puis se munir des cartes de visite, suffisamment des cartes de visite, également s'accompagner d'une interprète de bonne qualité. Mais au-delà de ces éléments principaux, je crois que la clé de réussite est plutôt la patience. Parce que au Japon, la prise de décisions sont collégiales et donc très lente. Et pour prendre une décision, il faut remonter tous les échelons de la hiérarchie jusqu'au sommet, jusqu'au président, à la présidente. Et à tous ces échelons, on pose énormément de questions.
Donc, vos interlocuteurs vous demandent toutes les informations détaillées, toutes les informations, et sur vous-même, sur votre entité, sur vos projets, sur vos produits, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de magie pour détourner cette différence culturelle d'approche. Et il faut être patient, mais une fois la décision prise, la mise en œuvre est vraiment rapide. D'accord. Jean-Marc, quels sont vos conseils? Oui, alors pour compléter ce qu'a dit Susumu, moi je dirais que c'est qu'il faut la patience, c'est vraiment être patient, être bien préparé. Il y a un grand souci du détail au Japon, donc soyons préparés dans nos produits, dans la qualité, dans la finition. Souvent, la finition va être plus importante finalement que l'intérieur aussi. Je dirais, l'autre aspect, c'est d'essayer de rester français. Oui. C'est d'essayer parce qu'on intéresse les Japonais parce qu'on a un produit français, que ce soit de la technologie, que ce soit dans la mode ou moi dans le vin. J'intéresse les Japonais parce que j'ai un produit français. Je représente l'art de vivre à la française. Que si je deviens trop japonais ou j'essaie de faire trop le japonais avec une étiquette trop japonaise, j'intéresse plus vraiment les Japonais parce qu'il s'agit d'être français tel qu'on est, mais en assurant le service et la qualité qu'exige le marché japonais. David, vous, quand vous êtes allé sur place, on vous a parlé de ces cols japonais et d'une partie peut-être de leur origine. Oui, alors mon premier voyage au Japon, j'étais avec une japonaise qui m'a donné quelques clés de lecture. Bon, c'est anecdotique à côté de ce qu'on a dit, mais voilà, il y a plein de codifications sur le placement des personnes qui sont héritées du fonctionnement des samouraïs. Hein. Donc, il faut protéger le chef, il faut passer sur le corps de tous les samouraïs avant d'atteindre le chef. Donc, par exemple, quand vous êtes dans un restaurant, le chef est placé le plus loin possible de l'entrée, pour être le plus loin possible du risque. Dans un taxi, il est toujours derrière le chauffeur. C'est lui qui monte le premier dans l'ascenseur, mais tout au fond, etc. Ça permet vous voyez des gens, d'identifier... voilà, vous voyez deux personnes monter dans un ascenseur, vous savez le rang des personnes juste avec le placement. Donc ça, c'est des petites clés de lecture qui c'est intéressant de connaître. Le rapport à la hiérarchie est très marqué. Oui, alors c'est important ce qu'il dit. Bon, c'est un peu comment dire, idéal un petit peu ce qui est dit là, mais le fait est, c'est plutôt d'être bien préparé, d'indiquer son poste, par exemple, quand on est responsable d'une entreprise, quel est son poste. Si on est même pour une femme, par exemple, c'est pas toujours évident d'arriver, d'être jugée comme la représentante ou la responsable de son secteur. Donc, avoir une carte de visite qui explique bien ce qu'on fait, bien ce qu'on est pour être en face et respecter notamment, si on va rencontrer le grand patron d'une grande entreprise, d'avoir avec soi le grand patron de son entreprise qui sera à même de juger d'égal à égal avec cette personne. Pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on fasse un tour de table et que vous vous adressiez à ceux qui nous regardent, donc des Français qui veulent investir sur place. Vous leur dites quoi, Susumu ? En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Japon est en pleine mutation et beaucoup de secteurs sont ouverts à l'international, cherchent des partenaires étrangers fiables. Donc, n'hésitez pas à investir au Japon et Jetro toujours reste à votre disposition pour vous aider à vos démarches au Japon. David. Alors nous, on est très dans le secteur professionnel, B2B. Je ne sais pas quel conseil on peut donner. En tout cas, s'il y a des entreprises qui ont un peu des marchés similaires aux nôtres, nous, on a commencé par l'international à Singapour. Et quelque chose qu'on vérifie à l'international avec les Japonais et avec d'autres entreprises, c'est qu'on est souvent... On a plus des fonceurs, les décideurs qui sont plus indépendants à l'international, parce qu'on est plus libre par rapport aux achats, aux juridiques, à l'IT, pour prendre des décisions sur des logiciels, quand on parle de notre secteur. Et on a parfois des gens à l'international qui signent avec nous en nous demandant de ne surtout pas en communiquer au siège, en parler au siège, le temps de construire un succès local et d'aller présenter ça dans l'entreprise. Donc ça, c'est une démarche qui nous a permis d'être prudents et de rationaliser les coûts, puis ça nous permet d'attaquer plusieurs pays avant d'aller s'implanter localement. Parce qu'on l'a vu, localement, il faut y aller dans la durée, il faut être patient, on a besoin de convaincre toute la chaîne hiérarchique. Donc voilà, installer une filiale, installer une équipe, c'est un budget, donc il faut y aller avec prudence. Voilà. Ok, mais ne pas hésiter à y aller. Oui. Jean-Marc. Moi, ce que je dirais, là, cette année, on a l'avantage d'avoir ce traité EPA, donc qui va permettre aux entreprises, notamment alimentaires ou dans le vin, de mieux s'implanter au Japon. Maintenant, ça ne suffit pas, c'est qu'il faut avoir des produits qui soient à la fois qualitatifs, réputés dans son domaine. Si on a des pays à choisir, si on n'est pas très fort à l'export, il vaut mieux d'abord aller en Belgique et avant de s'attaquer au Japon. C'est loin, c'est des coûts, donc il faut bien regarder tout ça et bien étudier aussi l'image qu'on peut avoir au Japon, parce que sinon, c'est souvent les images internationales, c'est bon pour l'international. Le Japon est un pays quand même spécifique,
avec des modalités spécifiques, avec des traditions spécifiques, où les gens ne sont pas les mêmes, les habitudes ne sont pas les mêmes. Le vin, les gens boivent beaucoup moins de vin qu'en France. Donc comment vendre du vin au Japon alors que c'est un pays qui a découvert, enfin pratiquement où le vin il y a depuis 20-30 années, donc c'est pas la même chose. Donc il faut aussi prendre ces habitudes du marché japonais. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents pendant cette émission. Restez connectés. Les 24 heures chrono de l'International, ça continue tout de suite avec Bahreïn. I can read and I can write. J'ai 4 ans, je sais lire et je sais écrire.